Cette nuit, tu vas devenir l'une des créatures les plus petites de la forêt, et pourtant l'une des plus puissantes. Une créature qui, seule, ne pèse presque rien, mais qui, multipliée par 1 million, déplace des montagnes de terre, élève des forêts de pucerons, et bâtit des cités qui durent plus longtemps que des arbres. Une créature qui ne possède ni chef, ni plan, ni parole, et qui pourtant prend chaque jour des milliers de décisions justes. Cette nuit, tu deviens une fourmi. Une fourmi rousse des bois. Les savants lui donnent un nom de latin, Formica rufa, et ce nom dit déjà beaucoup, car le mot formica a donné, dans notre langue, le mot fourmi, mais aussi le nom d'un acide, l'acide formique, cette arme chimique que tu portes en toi et dont il servira peut-être avant la fin de cette nuit. Mais pour l'instant, tu n'as pas d'arme, pas de mission, pas même de pensée. Pour l'instant, tu dors, enfoui au cœur d'un grand dôme de brindilles, dans le noir tiède de la fourmilière, parmi tes sœurs par centaines de milliers. Laisse le monde grandir autour de toi. Laisse-le devenir immense. Car tu vas rétrécir jusqu'à ne plus mesurer qu'un demi-centimètre, et tout ce qui était petit va devenir gigantesque. Un brin d'herbe deviendra un arbre. Une flaque deviendra un lac. Un caillou deviendra une falaise. Et la forêt entière, autour de ta colonie, deviendra un monde sans limite, où chaque mètre carré est une contrée à explorer. Te voilà donc fourmi. Prends un instant pour habiter ce corps si étrange, si différent du tien. Tu n'as plus d'os à l'intérieur. Ta charpente est à l'extérieur. Une armure souple et résistante, faite d'une matière qu'on appelle la chitine, qui t'enveloppe tout entière comme une combinaison ajustée, brillante, couleur de rouille et d'ambre. Ton corps n'est pas d'un seul tenant comme celui d'un humain, il est fait de 3 grandes parties, reliées par des tailles si fines qu'on dirait qu'elles vont se rompre. Il y a ta tête, à l'avant. Il y a ton thorax, au milieu, d'où partent tes 6 pattes. Et il y a ton abdomen, à l'arrière, rond et lourd, qui contient ton jabot, ta réserve, ton arme. 6 pattes, donc, fines et articulées, terminées par de petites griffes qui s'accrochent à tout, qui te permettent de marcher sur une paroi verticale, de courir tête en bas sous une feuille, de te suspendre dans le vide sans la moindre crainte de tomber. Mais ce qui compte le plus, dans ton nouveau corps, ce ne sont pas tes pattes, ni même tes yeux. Ce sont tes antennes. Au sommet de ta tête, 2 longues antennes coudées s'agitent sans cesse, palpant l'air et le sol devant toi. Elles sont, pour toi, ce que les yeux et le nez et les mains réunis sont pour un humain. Car tu vois bien peu de choses. Tes yeux distinguent les ombres, les mouvements, la lumière et l'obscurité, mais pas les détails, pas les couleurs vives que tu connaissais. Ton monde, à toi, n'est pas un monde d'images. C'est un monde d'odeurs et de contacts. Et ce monde, tu le lis avec tes antennes, qui touchent, qui goûtent, qui sentent des molécules en quantité si infime qu'aucun instrument humain ne les détecterait sans peine. Avec tes antennes, tu peux reconnaître une sœur de ta colonie en l'effleurant. Tu peux savoir si elle a faim, si elle a trouvé de la nourriture, si elle a peur. Tu peux suivre une trace odorante sur le sol comme tu suivrais, toi l'humain, une route éclairée en pleine nuit. Tes antennes sont ta parole, ton oui, ton odorat, ton toucher. Sans elles, tu serais perdu. Avec elles, tu es relié, à chaque instant, à toutes tes sœurs et à toute ta cité. Alors commence ta journée. Et elle commence dans le noir. Autour de toi, la fourmilière. De l'extérieur, pour un promeneur, ce n'est qu'un grand dôme de brindilles, d'aiguilles de pin et de petits morceaux de bois, ou parfois comme un enfant, posé au pied d'un arbre dans une clairière ensoleillée. Mais à l'intérieur, c'est une ville. Une ville à plusieurs étages, creusée de galeries, de chambres, de couloirs, qui descend profond sous la terre et qui monte haut dans le dôme. Une ville où vivent, selon les colonies, des centaines de milliers d'habitantes, parfois plus d'1 million. Une ville sans rues éclairées, sans panneaux, sans horloge, et pourtant une ville où chacune sait où aller et quoi faire. Et cette ville respire. Elle a une température à elle, plus tiède que la forêt alentour. Car ce dôme de brindilles n'est pas un tas en désordre, c'est une machine à capter la chaleur. Les aiguilles sombres qui le couvrent boivent les rayons du soleil et réchauffent le cœur du nid. Et quand le soleil chauffe trop, ou pas assez, tes sœurs ouvrent ou ferment les entrées, transportent le couvain vers le haut ou vers le bas, déplacent les brindilles, pour maintenir, au cœur de la cité, la tiédeur juste qu'il faut à la vie. Personne n'a donné l'ordre de faire cela.
Aucune fourmi ne tient un thermomètre. Et pourtant la colonie, dans son ensemble, règle sa chaleur avec une justesse qui ferait l'envie d'un ingénieur. Tu verras, cette nuit, que c'est toute l'énigme de ta vie de fourmi. Faire ensemble, sans chef, des choses qu'aucune de vous ne saurait faire seule. Tu t'éveilles donc dans une chambre tiède, au milieu de tes sœurs. Tu n'es pas seul un seul instant. Autour de toi, des corps, des pattes, des antennes qui te touchent, te frôlent, te reconnaissent. Et dans ce contact permanent, il y a une odeur. Une odeur que vous partagez toutes, une signature chimique propre à votre colonie, déposée sur vos armures. C'est à cette odeur que tu sais, sans hésiter, qui est des tiennes et qui est une étrangère. Une fourmi d'une autre colonie, même de la même espèce, n'aurait pas cette odeur, et tu l'attaquerais aussitôt. Mais ici, tout autour de toi, c'est l'odeur de la maison. L'odeur de la famille. Et cette odeur te dit, sans un mot, tu es chez toi, tu es en sûreté, tu es des nôtres. Tu te mets en mouvement. Mais avant de songer à sortir, à voir la lumière du jour, tu as du travail à l'intérieur. Car dans ta jeunesse de fourmi, tu ne sors pas. Les plus jeunes ouvrières restent au cœur du nid, à l'abri, et s'occupent de ce qu'il y a de plus précieux dans toute la cité, les petits. On les appelle le couvain. Et tu te diriges, à travers les galeries sombres, vers les chambres où on les garde. Te voilà dans une grande salle tiède, et le sol y est couvert de petits êtres pâles. Ce sont les enfants de la colonie, à tous les âges de leur développement. Il y a d'abord les œufs, des grains minuscules, blancs, à peine visibles, pondus par la reine et rassemblés en petits tas que les ouvrières lèchent sans cesse pour les garder propres et sains. Il y a ensuite les larves, de petits vers blancs, mous, sans pattes, sans yeux, qui ne savent rien faire d'autre que manger et grandir. Ce sont des bouches affamées, et il faut les nourrir une à une, encore et encore. Et il y a enfin les nymphes, des larves qui ont cessé de manger et qui se transforment, à l'abri, en fourmis adultes. Certaines sont nues, d'autres sont enfermées dans un petit cocon de soie dorée, que les promeneurs prennent à tort pour des œufs, et qu'on appelle, dans nos campagnes, des œufs de fourmis. Et te voici nourrice. C'est ton métier, en ce début de ta vie. Tu te penches sur une larve, tu la nettoies de tes mandibules avec une douceur infinie, tu la retournes, tu la déplaces. Tu la portes, quand il le faut, vers une chambre plus chaude ou plus fraîche, selon ce qui convient à sa croissance. Tu la nourris, en lui donnant, de ta bouche à la sienne, une gouttelette de nourriture. Et tu fais cela des heures durant, sans relâche, sans impatience, avec un soin que rien ne vient troubler. Car de ces petits êtres pâles dépend tout l'avenir de la cité. Chaque larve que tu sauves est une ouvrière de demain, une bâtisseuse, une chasseuse, une nouvelle paire d'antennes au service de toutes. La colonie ne vit pas pour aujourd'hui, elle vit pour ses enfants, et tu es l'une de celles qui veillent sur eux. Et tandis que tu travailles, tu remarques une chose étrange et belle. Les soins que tu donnes aux larves dépendent de ce que tu leur donnes à manger. Nourrie d'une certaine façon, une larve deviendra une simple ouvrière, comme toi. Nourrie d'une autre façon, plus copieuse, dans une chambre particulière, une larve deviendra tout autre chose. Une princesse, une future reine, capable un jour de fonder sa propre cité. Ce n'est pas la naissance qui décide du destin d'une fourmi. C'est la nourriture, c'est le soin, c'est ce que la colonie choisit, sans le savoir, de faire de chaque enfant. Et toi, nourrice, tu es l'un des fils de cette grande décision muette. Et il y a, dans ces chambres du couvain, un autre travail sans fin, aussi vital que de nourrir, celui de tout garder propre. Car rien n'est plus dangereux, pour une cité aussi peuplée, aussi tiède, aussi serrée, que la maladie. Imagine, des centaines de milliers de corps entassés dans la chaleur et l'obscurité, en contact permanent les uns avec les autres. Si une moisissure, un microbe, un champignon venait à s'installer là, il se répandrait comme un incendie et dévorerait toute la colonie en quelques jours. Alors la cité se défend, et sa défense, là encore, n'est pas le fait d'une seule fourmi, mais de tout ensemble. D'abord, vous vous nettoyez sans cesse, les unes les autres. Tu attrapes une sœur, tu passes tes pattes et ta bouche sur son armure, tu la débarrasses des poussières, des spores, des parasites accrochés à sa cuirasse. Elle t'en fait autant en retour. Et ce toilettage mutuel, répété des millions de fois par jour à travers toute la cité,
fait que chaque corps reste net, et que les germes n'ont jamais le temps de prendre. Vous portez aussi, sur votre corps, de petites glandes qui sécrètent des substances antibiotiques, capables de tuer les champignons et les bactéries. En vous nettoyant les unes les autres, vous étalez ce baume protecteur sur tout le monde. La colonie a, en quelque sorte, un système immunitaire collectif. Ce ne sont pas les défenses d'un corps isolé, mais celles de tout un peuple qui se soignent les unes les autres. Les savants appellent cela l'immunité sociale, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ces foules grouillantes, qui devraient être des nids à épidémie, restent au contraire d'une propreté remarquable. Et puis il y a les morts. Chaque jour, dans une cité de cette taille, des centaines d'ouvrières meurent, de vieillesse, de blessures, d'épuisement. Or un cadavre, dans la chaleur du nid, c'est un foyer de pourriture, un danger pour tous. Comment la colonie sait-elle reconnaître ces morts et les évacuer? Par une odeur, encore. Quand une fourmi meurt, son corps se met, au bout d'un jour ou deux, à dégager une certaine substance, une odeur de mort que les vivantes reconnaissent à coup sûr. Et dès qu'une ouvrière sent cette odeur sur un corps immobile, elle le saisit et le porte au loin, hors du nid, vers une zone à l'écart où s'entassent les dépouilles, un véritable cimetière de la colonie. Le signal est si puissant, si automatique, que les savants ont fait une expérience troublante. Ils ont déposé cette odeur de mort sur une fourmi bien vivante. Aussitôt, ses sœurs s'en sont saisies et l'ont portée au cimetière, malgré ses gesticulations. Elle revenait, on la ressortait. Aux antennes de la colonie, elle était morte, puisqu'elle en avait l'odeur, et l'odeur, pour une fourmi, fait loi plus que les yeux. Tu vois, dans ton monde, ce ne sont pas les apparences qui décident. Ce sont les molécules. Mais qui pond tous ces œufs? Qui est à l'origine de cette marée de vie? Pour le comprendre, laisse-toi guider plus profond dans le nid, vers une chambre que peu d'ouvrières visitent souvent, et où repose le cœur secret de la colonie. Te voilà devant elle. La reine. Elle est immense, comparée à toi. 2 fois, 3 fois ta taille. Son abdomen est énorme, dilaté, gonflé par les milliers d'œufs qu'elle porte. Elle ne court pas, elle ne chasse pas, elle ne sort jamais. Elle est entourée d'une cour d'ouvrières qui la nettoient, la nourrissent, emportent ses œufs à mesure qu'elle les pond. Car c'est là tout son travail, l'unique travail de toute sa longue vie, pondre. Pondre encore. Pondre toujours. Des centaines d'œufs par jour, des dizaines de milliers par an, pendant des années et des années. Car la reine vit longtemps, bien plus longtemps que toi. Toi, ouvrière, tu vivras quelques mois, peut-être 1 an ou 2. Mais une reine de fourmis peut vivre 10 ans, 15 ans, parfois plus de 20 ans. C'est l'un des insectes les plus durables qu'on connaisse. Tant qu'elle vit, la colonie se renouvelle. Toutes les ouvrières qui meurent, elle les remplace. La cité ne vieillit pas, parce qu'elle, la mère, ne cesse de lui donner de nouvelles filles. Et ici, il faut comprendre une chose qui change tout. Toutes les fourmis du nid, toi, tes centaines de milliers de sœurs ouvrières, vous êtes les filles de cette reine. Vous êtes toutes sœurs. Vous formez une seule et immense famille, née d'une seule mère. Et c'est cela qui explique le miracle de votre entente. Si tu travailles sans relâche pour les autres, si tu nourris des larves qui ne sont pas tes propres enfants, si tu es prête, on le verra, à mourir pour la colonie, c'est parce que toutes celles que tu sers portent ton propre sang, tes propres gènes. En sauvant la colonie, c'est ta famille tout entière que tu sauves, et donc, à ta manière, une part de toi-même. La cité des fourmis n'est pas un peuple d'individus qui coopèrent par calcul. C'est presque un seul être, un seul corps géant, dont chaque fourmi serait une cellule. Les savants ont un mot pour cela. Ils disent que la colonie est un superorganisme. Un organisme fait d'organismes. Un grand corps unique, dont n'est qu'une infime partie vivante. Mais d'où vient-elle, cette reine? Comment cette cité immense a-t-elle commencé? Car tout cela, ce dôme, ce million d'habitantes, ces galeries, est né, des années plus tôt, d'une seule fourmi solitaire. Laisse-moi te raconter, puisque tu es dès lors cette nuit, l'histoire secrète de ta naissance à toutes. Une fois par an, par une belle journée chaude et lourde du début de l'été, il se passe dans les fourmilières une chose extraordinaire. La colonie, qui d'ordinaire ne produit que des ouvrières incapables de se reproduire, des femelles stériles, comme toi, met au monde, à la belle saison, des enfants d'un autre genre. Des fourmis ailées.
des mâles, et de jeunes princesses pourvues d'ailes, gorgées de réserve, faites pour un seul jour de gloire. Et ce jour venu, quand l'air est tiède et que l'humidité est juste, ces fourmis ailées sortent du nid par milliers, grimpent au sommet du dôme et s'envolent. C'est ce qu'on appelle le vol nuptial. Imagine le ciel de la forêt soudain rempli de ces insectes ailés, montant vers la lumière. Et ce qui est prodigieux, c'est que, le même jour, à la même heure, toutes les colonies de la région font de même, déclenchées par la même chaleur, la même humidité, comme si un signal invisible avait traversé tout le pays. Le ciel se remplit alors d'une nuée de princesses et de mâles venus de 100 nids différents, et là-haut, en plein vol, ils s'accouplent. Les mâles, qui n'ont vécu que pour cet instant, meurent dans les heures qui suivent. Mais chaque jeune reine fécondée garde en réserve au fond d'elle, dans une petite poche, la semence reçue ce jour-là, une réserve qui lui suffira pour pondre pendant toute sa vie, pendant 10, 15, 20 ans, sans jamais avoir à s'accoupler de nouveau. Un seul vol, un seul jour, pour ensemencer des décennies. Puis la jeune reine se pose. Et elle fait alors un geste sans retour, elle se débarrasse de ses ailes. Elle les arrache, les détache, et ne marchera plus jamais que sur ses pattes, à terre, pour le restant de ses jours. Elle creuse une petite loge dans le sol, s'y enferme, et là, toute seule, dans le noir, elle pond ses premiers œufs et élève sa première poignée d'ouvrières, en puisant dans ses propres réserves, en consommant même les muscles, désormais inutiles, de ses ailes perdues. C'est le moment le plus périlleux de toute l'aventure. Une reine seule, sans personne pour la nourrir ni la défendre. La plupart échouent, sont dévorées, meurent de faim ou de froid. Mais quelques-unes, une sur des milliers, réussissent. Leurs premières filles sortent enfin chercher de la nourriture, déchargent leur mère de toute tâche, et dès lors, tout peut commencer. La reine n'a plus qu'à pondre, et la colonie, peu à peu, année après année, grandit, 10 ouvrières, puis 100, puis 1000, puis des centaines de milliers. Jusqu'à devenir la cité où tu vis cette nuit. Voilà d'où tu viens. D'une princesse ailée qui, un jour d'été lointain, a traversé le ciel, perdu ses ailes, et tout misé sur une poignée d'œufs au fond d'un trou. Toute ta cité, tout ce peuple, n'est que la descendance de ce Paris minuscule et fou. Et un jour, ta colonie à son tour relâchera dans le ciel ses propres princesses, qui iront fonder, plus loin, d'autres cités. Ainsi se perpétue, de vol nuptial en vol nuptial, depuis des millions d'années, le grand peuple des fourmis. Et comme dans un corps, la nourriture y circule de cellule en cellule. C'est l'heure, justement, où tu vas découvrir l'une des choses les plus surprenantes de ta vie de fourmi, la façon dont vous mangez, tout ensemble. Une ouvrière revient de l'extérieur, le jabot plein. Elle s'approche de toi, te touche de ses antennes, et tu comprends sa demande. Alors elle ouvre ses mandibules, et de sa bouche, une gouttelette de liquide sucré perle peu à peu. Tu approches ta propre bouche, et tu bois cette goutte qu'elle t'offre. Vous restez ainsi un instant, bouche contre bouche, à vous transmettre la nourriture. Ce geste a un nom savant, la trophalaxie. Et c'est bien plus qu'un repas. C'est le sang qui circule dans le corps de la colonie. Comprends bien ce qui se passe. Lorsqu'une fourmi trouve une source de nourriture, dehors, elle ne mange pas seulement pour elle. Elle remplit un estomac particulier, qu'on appelle le jabot social, une sorte de réservoir commun qu'elle porte dans son abdomen. Puis elle rentre, et de bouche en bouche, elle redistribue cette nourriture à ses sœurs, qui la redistribuent à d'autres, qui la portent aux nourrices, lesquelles la donnent enfin aux larves et à la reine. Une goutte de miella trouvée sur un arbre peut ainsi passer par 10, 20, 100 bouches avant d'être digérée pour de bon. La colonie a un estomac commun, partagé, qui relie chaque habitante à toutes les autres. Personne ne mange seul. Personne ne meurt de faim tant qu'il reste de la nourriture quelque part dans la cité. Et par ces échanges sans fin de bouche à bouche, c'est aussi l'odeur de la colonie qui se transmet, se mêle, s'uniformise, si bien que vous finissez toutes par sentir pareil, par n'être plus qu'un seul grand corps à l'odeur unique. Mais te voilà maintenant face à la plus grande des énigmes. Cette cité immense, ce balai de centaines de milliers d'ouvrières qui nettoient, nourrissent, bâtissent, chassent, défendent, qui le dirigent, qui donne les ordres, qui décide qui fait quoi. La réponse va te surprendre. Personne. Il n'y a pas de chef chez les fourmis. La reine, malgré son nom, ne commande rien.
Elle ne donne aucun ordre. Elle ne sait même pas ce qui se passe dans les galeries lointaines de son royaume. Elle pond, c'est tout. Aucune fourmi ne tient de plan de la cité. Aucune ne sait combien vous êtes, ni où en sont les réserves, ni ce qu'il faudrait faire demain. Aucune ne voit l'ensemble. Et pourtant, l'ensemble fonctionne, mieux qu'une ville d'humains. Comment est-ce possible? Par une chose simple et merveilleuse. Chacune de vous suit quelques règles très simples, en réagissant seulement à ce qu'elle rencontre tout près d'elle. Et de ces millions de petits gestes simples, sans que personne l'ait voulu, naît un ordre immense et juste. Prenons un exemple que tu vis à l'instant. Comment sais-tu qu'il faut s'occuper des larves plutôt que de sortir chasser? Personne ne te l'a dit. Mais en te promenant dans le nid, tu rencontres beaucoup de larves qui ont faim, beaucoup de signaux qui appellent des soins, et peu de sœurs autour pour s'en charger, alors tu t'en charges. Si, au contraire, le couvain était déjà bien gardé et que les réserves de nourriture venaient à manquer, tu rencontrerais d'autres signaux, et tu partirais chercher à manger. Tu réagis à ce que tu croises, ici et maintenant. Et comme tes centaines de milliers de sœurs font de même, chacune dans son coin, le travail se répartit tout seul, au plus juste, selon les besoins du moment. Là où il manque des nourrices, des fourmis deviennent nourrices. Là où il manque des chasseuses, des fourmis partent chasser. Sans recensement, sans réunion, sans chef. C'est ce que les savants appellent l'intelligence collective, ou l'auto-organisation. L'idée que d'agents très simples, qui ne suivent que des règles locales, peut émerger un comportement d'ensemble d'une grande sagesse. Et il y a une autre clé, plus subtile encore. Les fourmis communiquent en laissant des traces dans leur environnement, des messages chimiques que d'autres viendront lire et qui les feront agir à leur tour. Tu déposes une marque odorante, une sœur la trouve et agit. En agissant, elle en dépose une troisième la trouve, et ainsi de suite. Vous vous parlez non pas en vous regardant, mais en modifiant le monde autour de vous, en y laissant des signaux que les suivantes liront. Les savants ont forgé un mot pour cela, la stigmergie. Le travail de chacune guide le travail des autres, à travers les traces laissées dans le nid. C'est ainsi que vous bâtissez vos galeries, que vous creusez vos chambres, que vous tracez vos routes, non pas en suivant un plan, mais en répondant, l'une après l'autre, aux marques laissées par celles qui vous ont précédé. Pense au dôme lui-même, à cette montagne de brindilles sous laquelle tu vis. Personne ne l'a dessinée. Aucune fourmi n'a en tête la forme de la colline qu'il faudrait bâtir. Et pourtant, jour après jour, des milliers d'ouvrières y montent, chacune portant une aiguille de pin, un fragment de bois, une brindille, qu'elle pose là où d'autres ont déjà posé les leurs. Une fourmi qui transporte une brindille a tendance à la déposer là où l'odeur lui dit qu'il y a déjà du chantier, là où ses sœurs travaillent. Si bien que les brindilles s'accumulent là où il y en a déjà, et que le tas grandit, se referme, prend la forme d'un dôme bien régulier, idéal pour capter le soleil. Le bâtiment guide les bâtisseuses, qui font grandir le bâtiment, qui guident d'autres bâtisseuses. La cité se construit toute seule, sans architecte, par le simple jeu de millions de gestes qui se répondent. Et ce dôme n'est jamais fini, jamais figé. Chaque jour il est défait par la pluie et le vent, et chaque jour réparé, remanié, soulevé d'un côté pour suivre le soleil, comme une peau vivante que la colonie ne cesse de retisser autour d'elle. Garde cela en tête, car tu vas en faire l'expérience. Le temps des soins au couvain s'achève. Tu as vieilli, dans le rythme accéléré de cette nuit, et avec l'âge, ton rôle change. Car chez les fourmis, le métier dépend de l'âge. Les plus jeunes restent au cœur du nid, auprès des petits, là où c'est le plus sûr. Puis, en grandissant, elles s'occupent de la construction, du nettoyage, du stockage. Et les plus âgées, enfin, deviennent celles qui sortent, les chasseuses, les exploratrices, les soldates. Celles qui affrontent le grand monde du dehors et ses dangers. Car il est logique que la colonie envoie au péril ses ouvrières les plus vieilles, celles à qui il reste le moins de temps à vivre, plutôt que ces jeunes pleines d'avenir. La cité ménage sa jeunesse et dépense sa vieillesse. Et toi, te voilà devenue, enfin, une fourmi du dehors. Alors tu remontes les galeries, vers le haut, vers une lumière de plus en plus vive. Et tu débouches à la surface du dôme, au grand jour. Quelle éblouissement. Après le noir tiède du nid, la lumière t'inonde. Le soleil chauffe ton armure. L'air est plein d'odeurs nouvelles, la résine des pins, l'humus, mille parfums de la forêt.
Et autour de toi, sur le dôme, c'est une effervescence sans pareille. Des milliers de tes sœurs vont et viennent, montent et descendent, certaines chargées de brindilles qu'elles ajoutent à la cité, d'autres partant en colonne vers les arbres, d'autres encore entrant, le jabot plein. C'est une gare, un port, une fourmilière au sens plein du mot. Et tu t'y jettes à ton tour. Mais avant de t'élancer dans la forêt immense, tu dois résoudre un problème que tu n'avais jamais eu à l'intérieur. Comment retrouver ton chemin? Car si tu pars chasser à plusieurs dizaines de mètres du nid, ce qui, à ta taille, représente un voyage de plusieurs kilomètres rapporté à un humain, comment reviendras-tu? Le monde, dehors, est un labyrinthe géant d'herbes, de cailloux, de racines, sans le moindre panneau. La nature t'a donné, pour cela, plusieurs boussoles merveilleuses. La première est dans le ciel. Tu lèves la tête, et même si tu ne vois pas le soleil avec netteté, tes yeux particuliers perçoivent quelque chose que les nôtres ne voient pas. La façon dont la lumière du ciel est orientée, ce qu'on appelle sa polarisation. Selon la position du soleil, la lumière qui vient de chaque coin du ciel vibre dans une certaine direction, et tu lis cette direction comme on lirait une carte. Le ciel tout entier devient, pour toi, une grande boussole lumineuse, qui t'indique où se trouve le soleil même quand il est caché, et donc dans quelle direction tu vas. Tu sais à tout instant si tu t'éloignes du nid ou si tu t'en rapproches. La deuxième boussole est dans ta mémoire. Tu apprends le paysage. Cette grosse pierre, cette racine tordue, cette touffe de mousse. Tu les mémorises, comme autant de repères, et tu sauras les reconnaître au retour. Les fourmis qui sortent souvent connaissent leur territoire dans le détail, et tracent dans leur tête une véritable carte des lieux. Tu ne pars pas au hasard. Tu pars en explorant, en gravant en toi chaque détour du chemin. Et la troisième boussole, la plus extraordinaire peut-être, tu la fabriques toi-même, avec tes sœurs. Ce sont les pistes odorantes. Suis donc une colonne de tes sœurs qui s'éloigne du dôme. Tu remarques qu'elles ne marchent pas au hasard. Elles suivent un sentier invisible, large pour vous, qui mène du nid jusqu'à un grand arbre. Ce sentier, aucun œil humain ne le verrait. Mais pour toi, il brille d'une odeur. C'est une piste de phéromones, une traînée chimique déposée goutte à goutte par celles qui sont passées avant toi, et que chaque nouvelle passante renforce un peu en y ajoutant sa propre trace. Tu n'as qu'à la suivre, antenne baissée vers le sol, balayant la piste de gauche à droite pour rester dessus, et elle te conduit, à coup sûr, vers la nourriture. C'est votre réseau de routes, vos autoroutes odorantes, qui relient la cité à ses garde-manger. Et voici la merveille de ces pistes, elles s'effacent toutes seules. L'odeur s'évapore avec le temps. Si bien que si une piste mène à une source de nourriture épuisée, plus personne ne la renforce, et elle disparaît d'elle-même en peu de temps. Tandis qu'une piste qui mène à un bon garde-manger est sans cesse rafraîchie par les allées et venues, et se renforce, et devient une grande route. Ainsi la colonie oublie les mauvais chemins et entretient les bons, sans que personne décide rien. Encore une fois, l'intelligence n'est pas dans une fourmi. Elle est dans le réseau tout entier, dans cette toile d'odeur qui s'écrit et s'efface au gré des besoins. Suis donc la piste, jusqu'à l'arbre. Tu grimpes le long du tronc, tes griffes mordant l'écorce, et tu montes vers les feuilles, là-haut, où t'attend l'un des trésors les plus précieux de ta colonie. Non pas une proie, un troupeau. Car sur les jeunes pousses, agglutinés par centaines, de petits insectes mous et ronds sucent la sève de la plante. Ce sont des pucerons. Et tes sœurs ne les dévorent pas, elles les élèvent. Les fourmis rousses sont des bergères. Tu t'approches d'un puceron, tu le caresses de tes antennes, avec délicatesse, et en réponse à cette caresse, le puceron laisse perler, à l'arrière de son corps, une gouttelette de liquide sucré. C'est du miella, un suc épais et sucré, fait du surplus de sève que le puceron rejette. Et tu bois cette goutte, tu en réclames une autre, et tu remplis peu à peu ton jabot social de ce nectar que tu rapporteras à la cité. En échange de ce sucre, tu protèges ton troupeau. Tu chasses les coccinelles et les autres prédateurs qui voudraient dévorer tes pucerons. Tu veilles sur eux comme un berger sur ses brebis. Certaines colonies vont plus loin encore. Elles abritent leurs pucerons, les transportent vers de meilleures pâtures, gardent même leurs œufs dans le nid pour l'hiver. C'est un élevage. Une domestication. Des millions d'années avant que l'humain ait l'idée de garder des troupeaux, la fourmi, elle, gardait déjà les siens dans les arbres.
Et le miella que tu récoltes ainsi est la principale richesse sucrée de ta colonie. Une grande fourmilière peut en rapporter, chaque été, des quantités qui se comptent en kilos, de quoi nourrir tout son peuple. Mais le miella n'est pas tout. Il donne l'énergie, le sucre, le carburant. Pour faire grandir les larves, il faut aussi de la viande, des protéines. Et c'est là que la fourmi rousse se révèle aussi une redoutable chasseuse. Redescend de l'arbre et explore le sol de la forêt. Tu n'es plus sur une piste, à présent, tu pars en éclaireuse, au hasard des herbes géantes, à la recherche de proies. Et voici qu'au détour d'une feuille morte, tu tombes sur une chenille. Elle est énorme, comparée à toi, un monstre mou et lent, 20 fois ton poids, 100 fois ton volume. Jamais tu ne pourras la maîtriser seule, ni la rapporter au nid. Que faire? Tu fais ce qu'aucun animal solitaire ne saurait faire, tu vas chercher de l'aide. Tu mords la chenille pour la marquer, tu l'asperges peut-être d'un peu de ton acide pour l'affaiblir, et tu files vers le nid en déposant, derrière toi, une piste odorante toute fraîche, une traînée de phéromones qui dit, à toutes celles qui la croiseront, par ici, il y a quelque chose, suivez-moi. À mesure que tu cours vers la maison, ta trace s'imprime sur le sol. Et bientôt, une sœur la rencontre, la suit, arrive à la chenille, repart en renforçant la piste à son tour, puis une autre et une autre. La piste s'épaissit, se renforce, devient une route. Et voilà qu'une colonne de fourmis afflue vers la proie. À 10, à 20, à 50, vous vous emparez de la chenille. Vous la mordez, vous la tirez chacune dans le même sens, et ce monstre que nul de vous n'aurait pu bouger se met à glisser, porté par la force conjuguée de la troupe, vers le nid où il nourrira des milliers de larves. Une fourmi seule est presque rien. 1000 fourmis ensemble soulèvent un monde. Mais la forêt n'est pas sans danger, et il te faut, maintenant, en affronter un. Une ombre passe au-dessus de toi. Quelque chose de grand approche du dôme. Peut-être un oiseau qui vient picorer, peut-être la patte d'un sanglier, peut-être un blaireau qui éventre les fourmilières pour en dévorer le couvain. Une menace, en tout cas, immense, contre laquelle une fourmi ne pèse rien. Et pourtant, tu ne fuis pas. Au contraire. Quand une sœur, près de l'entrée, sent le danger, elle libère dans l'air une odeur particulière, vive, perçante, une phéromone d'alarme. Cette odeur se répand à toute vitesse, et dès que tu l'aperçois, tout en toi change. Ta peur devient fureur. Tu te précipites vers la source du danger au lieu de la fuir, mandibules ouvertes. Et tout autour de toi, des centaines, des milliers de tes sœurs font de même, alertées par la même odeur, déferlant à la surface du dôme en une marée rousse et furieuse. La cité tout entière se hérisse. Et tu as une arme. Cet acide formique dont je te parlais au début. Tu replies ton abdomen vers l'avant, tu vises l'ennemi, et tu projettes un jet d'acide, brûlant, irritant, qui pique les yeux et la peau. Toute seule, ta goutte d'acide ne ferait rien. Mais quand des milliers de fourmis tirent ensemble, l'air au-dessus du dôme devient un brouillard âcre et piquant, insupportable pour le plus gros des assaillants. L'oiseau renonce. Le museau du blaireau se retire. La cité a tenu, non par la force d'une seule, mais par le nombre, par l'union, par cette manière qu'a la colonie de transformer 1 million de faiblesses en une seule grande puissance. Et celles d'entre vous qui sont mortes dans la bataille, la colonie ne les pleure pas, elle les remplace. Car ce qui compte, ce n'est pas la fourmi. C'est la cité. Le danger s'éloigne. Peu à peu, l'odeur d'alarme se dissipe, et avec elle la fureur. Le calme revient sur le dôme. Et toi, ton jabot plein de miella, ta moisson faite, tu reprends le chemin du retour, en suivant la grande piste odorante qui te ramène vers la maison, sans la moindre hésitation, à travers le labyrinthe de la forêt. Tu rentres. Tu replonges dans le noir tiède des galeries. Et là, aussitôt, des sœurs viennent à ta rencontre, te touchent de leurs antennes, te demandent à boire. Alors tu ouvres tes mandibules, et tu donnes. De ta bouche à la leur, tu transmets le miella que tu as récolté, qui passera de bouche en bouche jusqu'aux nourrices, jusqu'aux larves, jusqu'à la reine. Ce que tu as rapporté du dehors se dissout dans le grand corps de la colonie, devient la nourriture de tous. Et tu sens, dans ce partage, quelque chose qui ressemble à la paix. Tu n'as pas travaillé pour toi. Tu n'as jamais, de toute ta journée, travaillé pour toi. Tu as travaillé pour ce grand être dont il n'est qu'une cellule,
et qui, en retour, te porte, te nourrit, te protège, te donne un sens. Tu n'es rien, et tu es tout. Tu es une fourmi. Le soir tombe sur la forêt. La lumière baisse, l'air fraîchit. Et là-haut, à la surface du dôme, tes sœurs ferment peu à peu les entrées, bouchent les galeries avec des brindilles, replient la cité sur elle-même pour la nuit. Le va-et-vient ralentit. Les chasseuses rentrent les unes après les autres. Et le grand corps de la colonie se prépare au repos, se ramasse autour de son couvain et de sa reine, au plus chaud, au plus profond. Alors laisse-moi, maintenant que ta journée de fourmi s'achève, te dire ce qu'elle nous enseigne, à nous les humains qui croyons que l'intelligence ne peut se loger que dans une grande tête. Tu as vécu, cette nuit, dans un être sans cerveau central. La colonie n'a pas de chef, pas de centre, pas de plan. Chaque fourmi est presque aveugle, presque sourde, presque idiote, prise seule. Une fourmi seule, posée loin du nid, tourne en rond et meurt sans savoir quoi faire. Et pourtant, mises ensemble, ces créatures simples bâtissent des cités climatisées, élèvent des troupeaux, cultivent, certaines espèces cultivent même des champignons, font la guerre, tracent des réseaux de routes, et résolvent, chaque jour, des problèmes que nos ingénieurs ont du mal à résoudre. L'intelligence de la fourmilière n'est dans aucune fourmi. Elle est entre les fourmis. Elle naît de leurs interactions, de leurs odeurs échangées, de leurs règles simples appliquées des millions de fois. Les savants appellent cela un phénomène émerge, quelque chose de complexe et d'ingénieux qui surgit d'une multitude d'éléments simples, sans qu'aucun ne le commande ni même le comprenne. Et ta colonie de fourmis rousses n'est qu'une civilisation parmi des milliers. Sous les forêts tropicales d'Amérique vivent les fourmis champignonistes. Elles découpent des morceaux de feuilles, les rapportent au nid en longues processions vertes, mais ne les mangent pas. Elles les mâchent pour en faire un compost, et sur ce compost, dans des chambres souterraines, elles cultivent un champignon dont elles se nourrissent. Ce sont des agricultrices, qui pratiquent l'agriculture depuis des dizaines de millions d'années, désherbant leur culture, les soignant avec des antibiotiques qu'elles portent sur leur corps. Plus loin, dans les arbres d'Asie et d'Afrique, les fourmis tisserandes construisent leur nid en cousant des feuilles vivantes ensemble. Une rangée d'ouvrières tire les bords de deux feuilles l'une vers l'autre, tandis que d'autres saisissent une larve dans leurs mandibules et s'en servent comme d'une navette de couture, car la larve sécrète un fil de soie qui colle les feuilles entre elles. Elles utilisent leurs propres enfants comme outils. Ailleurs encore, les fameuses fourmis légionnaires ne construisent aucun nid. Elles avancent en armées de centaines de milliers, dévorant tout sur leur passage, et la nuit, elles s'accrochent les unes aux autres par leurs pattes pour former, de leur propre corps, un abri vivant qui protège la reine et le couvain. Chacune de ces sociétés a résolu, à sa manière, le même grand problème. Comment des créatures minuscules et simples peuvent, en s'unissant, devenir puissantes. Et chacune l'a résolu sans le moindre chef, par la seule magie du nombre et des règles partagées. Et cette idée, qui te paraît peut-être lointaine, est l'une des plus fécondes de la science d'aujourd'hui. Car ce que font les fourmis, nous cherchons à l'imiter. Quand des ingénieurs veulent trouver le plus court chemin dans un réseau immense, pour acheminer des données, pour organiser des livraisons, pour faire circuler le trafic, ils s'inspirent des fourmis et de leurs pistes qui se renforcent ou s'effacent. On parle d'algorithmes de colonies de fourmis, et ils font voyager, en ce moment même, des informations à travers le monde. Quand on imagine des essaims de petits robots qui travailleraient ensemble sans chef, c'est encore à la fourmilière qu'on pense. Tu as habité, cette nuit, l'un des plus vieux et des plus puissants ordinateurs vivants de la planète. Non pas une machine de métal, mais un peuple de chair, qui calcule avec ses pattes et ses antennes, et dont la pensée est faite d'odeur. Songe aussi à ceci, pour t'endormir. Ta colonie est peut-être plus ancienne que le plus vieil arbre de la forêt. Tant que la reine vit, tant qu'elle est remplacée, une fourmilière peut durer des décennies au même endroit, traversant les hivers et les sécheresses, perdant et renouvelant sans cesse ses habitantes, comme ton propre corps perd et renouvelle ses cellules sans cesser d'être toi. La fourmi meurt, la colonie demeure. L'individu est éphémère, le grand être collectif, lui, perdure. Et les fourmis font cela depuis plus de 100 millions d'années, bien avant les fleurs, bien avant les oiseaux, bien avant nous. Elles étaient là sous les pas des derniers dinosaures. Elles seront là, sans doute, longtemps après que nos villes auront été oubliées. La nuit, à présent, est tout entière tombée sur la clairière. La fourmilière repose,
close, silencieuse en apparence, mais pleine, à l'intérieur, d'une vie tiède et lente. La reine qui pond encore quelques œufs dans le noir, les nourrices qui veillent sur le couvain, le grand corps de la cité qui respire en sourdine, blotti autour de ce qu'il a de plus précieux. Demain, dès que le soleil réchauffera le dôme, tout recommencera. Les entrées s'ouvriront, les colonnes repartiront vers les arbres, les pistes se raviveront, et le peuple minuscule reprendra son travail sans fin, sans chef et sans hâte, comme il le fait depuis des millions d'années. Tu peux laisser tout cela s'éloigner, à présent. Laisse le monde reprendre sa taille. Laisse la forêt s'estomper, laisse la colonie poursuivre, sans toi, son lent travail dans le noir. Tu peux quitter ce petit corps d'ambre et de rouille, reposer tes 6 pattes imaginaires, replier tes antennes. Tu n'as plus rien à chercher, plus aucune piste à suivre, plus aucune larve à nourrir. Cette nuit, on a veillé sur toi comme tu as veillé sur le couvain. Tu peux te laisser porter, toi aussi, par quelque chose de plus grand que toi, et te reposer. Et si, demain, lors d'une promenade, tu croises une longue file de fourmis traversant un sentier, ou un grand dôme de brindilles au pied d'un pin, souviens-toi de cette nuit. Souviens-toi qu'il n'y a là ni chef ni désordre, mais une intelligence sans visage, une cité sans roi, une pensée faite d'odeur et de contact. Souviens-toi que ce petit peuple, que l'on écrase parfois sans y penser, a inventé bien avant nous l'élevage, l'agriculture, l'architecture climatisée et le travail en réseau. Et qu'au fond, une fourmilière n'est pas si différente d'un cerveau, où des milliards de neurones, chacun simple et sans pensée, produisent ensemble, on ne sait trop comment, une chose qui réfléchit. Peut-être que toi aussi, ce que tu appelles ton esprit n'est que la rumeur d'une foule de cellules minuscules, travaillant ensemble dans le noir, sans chef, sans plan, et tissant, de leur murmure, le grand mystère d'être toi. Repose-toi, maintenant. Le peuple minuscule veille dans la nuit. Et toi, tu peux dormir. Bonne nuit.